On sait aujourd'hui de sources sûres que l'agence envisage l'assassinat sous hypnose pour un homme en particulier, Fidel Castro. Au début des années 60, plusieurs assassins potentiels sont sélectionnés pour être programmés, mais toutes les tentatives d'hypnose échouent et le projet est rapidement abandonné. Puis en 1968, un assassinat ébranle l'Amérique qui a toutes les apparences d'une opération sous hypnose. Selon certains, c'est l'œuvre d'un assassin programmé, hypnotisé par la CIA. Le 4 juin 1968, jour d'élection pour les primaires démocrates. Il est minuit et le sénateur Robert Kennedy prononce le discours de la victoire à l'hôtel Ambassadeur. Il sort par la cuisine bondée. Soudain, des coups de feu éclatent. « 26 heures plus tard, Robert Kennedy est déclaré mort. Tandis que le tireur, Sirhan Bishara Sirhan, 24 ans, est emmené, plusieurs témoins remarquent qu'il a l'air en transe. Il avait l'air complètement hébété. Il ne se rappelait aucun détail de ce qu'il avait fait et était incapable d'expliquer son geste. On lui a dit ce qu'il avait fait et il n'en revenait pas. L'apparente amnésie de Sirhan intrigue les théoriciens du complot. Ils sont convaincus que Sirhan est un assassin programmé, hypnotisé par la CIA pour assassiner Robert Kennedy, le résultat de 20 ans de recherche sur la manipulation mentale. Mais pourquoi la CIA voudrait-elle la mort de Robert Kennedy? L'avocat de Sirhan avance 3 mobiles possibles. D'abord, le Vietnam. Bob Kennedy s'opposait catégoriquement à la guerre du Vietnam. La fin de la guerre serait allée à l'encontre des intérêts de certaines grandes entreprises américaines qui gagnaient des fortunes grâce à ce conflit. Deuxième mobile, Cuba. Bob Kennedy lui-même était parvenu à la conclusion qu'il était temps de passer un accord avec Castro et Cuba. Et ça ne le rendait pas très populaire. Et enfin, l'assassinat de son frère. Il allait rouvrir l'enquête sur l'assassinat de son frère. Ça rendait beaucoup de gens nerveux. Les théoriciens du complot pensent que Sirhan a été hypnotisé par la CIA. Sirhan, sous hypnose, aurait alors brandi son pistolet, mais n'aurait pas tiré les coups de feu fatals. C'était une vraie pagaille. C'était comme si Sirhan avait été programmé pour distraire toutes les personnes qui étaient là, afin de permettre à quelqu'un de faire ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire tuer Kennedy en lui tirant une balle à l'arrière de la tête. Le rapport balistique semble confirmer cette thèse. Kennedy a été touché par 3 balles, toutes tirées par derrière. Le coup fatal a été tiré à quelques centimètres de son crâne. Or, à aucun moment, Sirhan ne s'est trouvé aussi près. Tous les témoignages le placent à au moins 1 mètre de Bob Kennedy, face à lui. Un autre détail vient étayer la thèse du complot, le nombre de balles tirées. Kennedy est touché 3 fois. 5 autres personnes sont également blessées. Or, on relève 7 autres impacts de balles dans les portes et le plafond, ce qui indique qu'au moins 10 balles ont été tirées. Le pistolet de Sirhan, un calibre 22, ne contient que 8 balles. Pour en tirer plus de 8, il fallait donc une deuxième arme. L'historien Mel Hayton a passé plusieurs années à enquêter sur l'assassinat. Hayton pense que Sirhan pourrait avoir tué Kennedy à bout portant par derrière, même en se tenant à 1 mètre devant le sénateur. Quand Kennedy traverse la cuisine, dans la foule, il se tourne vers sa gauche pour serrer la main aux employés de la cuisine. Kennedy tend le bras droit, présentant à Sirhan son flanc droit comme cible.
Et Robert Kennedy a été touché sous l'aisselle parce qu'il a levé le bras en réaction pour se protéger. Et ensuite, la trajectoire des balles suit la tête de Kennedy tandis qu'il s'écroule par terre. Pour déterminer le nombre de balles tirées, Hayton envoie à Steve Barber, un expert en acoustique, une copie du seul enregistrement audio existant de l'assassinat. Tout à coup, j'entends pop, pop, pop. Et un hurlement de femme très aigu, juste après les coups de feu. On entend deux bruits non identifiés 3 secondes avant le premier coup de feu. J'ai éliminé le premier bruit. Je pense que c'est le micro qui a heurté quelque chose. Pour le deuxième bruit, je pense que c'est soit une porte qui claque contre un mur, soit un ballon qui éclate. Un graphique de l'enregistrement montre clairement un pic à chaque coup de feu. On voit distinctement que 8 balles ont été tirées. Si les partisans de la thèse du complot pensent qu'il y a eu plus de 8 coups de feu, il faudra qu'ils expliquent l'absence de détonation sur l'enregistrement. Pour Hayton, il ne fait aucun doute que Seuran était le seul tireur et que la CIA n'a rien à voir dans l'assassinat. De nombreux experts en hypnose mettent en doute la validité de la théorie de l'assassin programmé. Je ne pense pas qu'un déclencheur puisse induire un état dans lequel le sujet commettrait un meurtre. La CIA elle-même parvient visiblement à la même conclusion. En 1968, après avoir investi des millions de dollars, l'agence abandonne ses recherches sur la programmation d'un assassin sous hypnose, décidant que c'est irréalisable. En 1972, Sidney Gottlieb met fin aux recherches sur le contrôle biologique et chimique du comportement humain, citant leur manque de pertinence pour les opérations clandestines. Le grand public américain continue d'ignorer l'existence du programme de manipulation mentale de la CIA. Mais le 11 juin 1975, le Washington Post publie un article sur un chercheur civil qui aurait ingéré du LSD à son insu et se serait jeté par la fenêtre d'un hôtel à Manhattan. Le journal ne cite aucun nom, mais les Olson reconnaissent immédiatement l'histoire de la mort de leur père, 22 ans plus tôt. Ils décident de rendre l'affaire publique. Toutes les grandes chaînes de télé sont présentes lorsque sa famille ajoute le nom de Frank Olson à la liste des victimes de la CIA. La source de l'article sur la mort de Frank Olson provient du rapport de la commission Rockefeller. Créée après le Watergate, cette commission présidentielle enquête sur les activités illégales de la CIA sur le territoire américain. Les Olson décident de poursuivre l'agence pour la mort de leur père. This death was the result of CIA negligence and illegality on a scale difficult to contemplate. Et moins de 10 jours plus tard, on était dans le bureau ovale à la Maison-Blanche et Gerald Ford en personne nous présentait ses excuses. La famille reçoit 750 000 $ de dédommagement pour la mort de Frank Olson. Sous l'impulsion de ce battage médiatique, le Congrès lance sa propre commission d'enquête sur la CIA, présidée par le sénateur Frank Church. Sidney Gottlieb et Robert Lashbrock sont appelés à témoigner. Well, there was, of course, claims or thoughts that maybe great things could be done with hypnosis. One small project in which we had a hypnotist do some experiments, primarily to see what the limitations of hypnosis might be. Can you make a person do something under hypnosis that he would not ordinarily do? Ces révélations font l'effet d'une bombe. 80 institutions ont été engagées par la CIA pour travailler sur la manipulation mentale, ce qui a coûté aux contribuables l'équivalent de 30 millions de $ aujourd'hui. La commission conclut que l'agence a fait preuve d'un mépris fondamental pour la valeur de la vie humaine. L'ancien directeur de la CIA, Richard Helms, révèle qu'en 1973, il a donné l'ordre à Sidney Gottlieb de détruire tous les dossiers concernant les expériences de manipulation mentale. Mais certains ont échappé à la déchiqueteuse. Vous pouvez être sûr que dans n'importe quelle agence gouvernementale,
Il y a toujours un comptable quelque part qui a un double des documents. Et les documents financiers contenaient les descriptifs des programmes et les propositions de projet. Parmi les dossiers rendus publics par la CIA se trouvent plusieurs mémos internes écrits immédiatement après la mort de Frank Olson. Les documents décrivent l'incident de Deep Creek Lodge comme une expérience anodine, avec des doses minimes de LSD visant tous les hommes présents à l'exception de 2. Apparemment, aucun participant n'aurait eu de réaction anormale à la drogue. Mais il y a aussi un mémo du consultant pour la CIA, Harold Abramson, qui a vu Olson la semaine suivante. D'après lui, l'expérience a été mise sur pied dans l'intention spécifique de piéger Frank Olson. Ces versions contradictoires vont hanter Eric Olson de longues années. Il est convaincu qu'il y a eu acte criminel. Dans sa quête pour la vérité, il se tourne finalement vers le seul homme en qui il peut avoir confiance, son père. Quand l'appel a commencé à creuser, c'était un matin au début du mois de juin 1994. Et je me suis dit, enfin, on va l'ouvrir. L'exhumation est supervisée par un expert en médecine légale, le professeur James Stars. Le corps était, si je puis dire, remarquablement bien conservé. Un détail lui saute immédiatement aux yeux. Il n'y avait aucune trace de lacération sur le visage et la tête. Ce qui est en totale contradiction avec le rapport d'autopsie et la version racontée à la famille. Et il y a autre chose que la CIA ne tient pas à ce que les Olson découvrent. Le crâne présente un gros hématome au-dessus de l'œil gauche, bien visible, et pourtant absent du rapport d'autopsie. Or, Olson a heurté le sol les pieds en avant, puis est retombé en arrière. C'est peut-être parce que, comme on le soupçonnait, quelqu'un l'a frappé à la tête pour qu'il soit dans l'incapacité de se défendre. Puis, l'inévitable s'est produit, il l'a poussé par la fenêtre. Si c'est le cas, Frank Olson a été assassiné. Au cours de son enquête, Eric Olson fait une découverte troublante. L'année même de la mort de Frank Olson, la CIA publie son premier manuel d'assassinat. Et ce manuel décrivait la manière idéale de tuer quelqu'un en faisant croire à un accident. Et le meilleur moyen pour y parvenir, c'était par une chute depuis un étage élevé d'au moins 22 mètres de hauteur. Ça disait qu'il fallait assommer le sujet. C'était le terme employé. Assommer le sujet avant de le faire tomber. D'un coup sur la tempe, au-dessus de l'œil. C'est un mode opératoire qui colle parfaitement à ce que nous avons découvert et interprété d'après les restes du Dr Olson. Je pense que Frank Olson a été intentionnellement, délibérément et de manière préméditée poussé par cette fenêtre. Mais le journaliste d'investigation John Marks n'est pas de cet avis. J'ai passé énormément de temps à enquêter sur le sujet. Je n'ai jamais trouvé la moindre preuve indiquant qu'Olson ait été poussé par la fenêtre. Il faut se rendre à l'évidence. Quand on fait ce genre de travail illégal, immoral et top secret pour le gouvernement, on doit être prêt à en assumer les conséquences, à savoir se débarrasser des gens qui posent des problèmes. Et le meilleur moyen, c'est de faire croire à un suicide. Dans sa lutte contre le communisme, le gouvernement a bafoué les droits de nombreux individus. Lorsque le professeur Stars interroge Sidney Gottlieb à propos des expériences secrètes de la CIA sur des cobayes humains, celui-ci répond que si c'était à refaire, il recommencerait. Il m'a dit, vous ne vous rendez pas compte que j'avais la sécurité de notre pays entre les mains. Pendant la guerre froide, presque tout était justifié, et si vous étiez contre, vous n'étiez pas un patriote. Dans le climat de la guerre froide, comme dans toute l'histoire de l'humanité, le modèle qui prévaut, c'est que la guerre, c'est l'enfer, et qu'il faut faire beaucoup de choses terribles et que beaucoup de gens meurent et souffrent. Mais on se justifie en disant qu'on le fait pour protéger l'Amérique. C'est le lien qui nous unit en tant que culture. Qu'est-ce qui est justifiable au nom de notre sécurité? Les atrocités médicales sont-elles justifiables?
Visiblement.